matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui à la volée Olivia Morel. Bonjour Olivia Morel. Et bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous vous présentez comme féministe athée, c'est comme ça que vous vous présentez, Oui. surtout porte-parole de la déclaration de Casabianca pour l'abolition universelle de la GPA. On va y venir évidemment, la GPA, c'est tout notre sujet. Mais avant de venir dans votre combat, et pour mieux le comprendre, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre histoire personnelle ? Alors oui, je peux la raconter. Alors ça pourrait prendre plus d'une demi-heure à raconter mon histoire, mais en gros, je suis née de GPA, donc aux États-Unis en 1991. J'ai grandi entre les États-Unis et la France, et c'est vrai que toute ma vie, j'ai ressenti un genre de décalage entre ma vie, mes parents, et je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne collait C'est-à-dire pas. que vous n'étiez pas au Et courant du fait que vous non, étiez je née de n'étais pas au GPA. courant. Non, je n'étais pas au courant. Vous Mes étiez, parents depuis votre plus jeune âge, vous avez senti quelque chose qui ne collait pas et vous étiez en recherche d'une certaine façon. Exactement, j'étais en recherche de cette identité, je savais, voilà, je recherchais constamment des réponses à mes questions que j'avais à l'intérieur de mon cœur, que je n'osais pas demander, hein, évidemment. Et Mais c'est pourquoi, vers pardon, l'âge de... pardon, on va juste prendre un tout petit peu plus de temps. Pourquoi, par exemple, vous ressentiez ce décalage qu'est-ce qui faisait Parce que vous pouviez ressentir cette différence ? parce que premièrement, ma mère était plus âgée que les mères, normales autour de moi. Donc ma mère, quand elle m'a eue, avait quand même 49 ans. Donc, quand j'ai commencé à voir le décalage, ma mère avait quand même 55 ans. Donc, vers mes 6-7 ans, je voyais déjà le décalage entre les mères qu'il y avait à l'école et la mienne. J'avais pas de photo de moi à la naissance, par exemple, pendant la grossesse, à la naissance. Euh, voilà, je voyais toutes sortes de signaux qui étaient émis par le monde, par ma vie. Et c'est vrai que voilà, j'ai commencé à me poser des questions très tôt. Et c'est vers mes 17 ans où j'ai commencé à avoir une crise de l'identité très très forte, où je me suis dit non, là il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et j'ai fait des recherches sur Google tout simplement, tout bêtement, et j'ai réalisé que dans la ville où j'étais née aux États-Unis se pratiquait la gestation pour autrui, et c'est là où ça a vraiment voilà, tout le puzzle dans ma tête s'est encliqué. Et j'ai commencé à raconter ça à tout le monde autour de moi, sauf mes parents. Je le racontais à mes médecins, je le racontais à mon mari, je le racontais à mes amis, je le racontais à Est-ce que tout le ça, vous l'avez monde. découvert à quel âge ? 17 ans. D'accord. Voilà. Et puis, vers mes 30 ans, ma belle-mère, donc la mère de mon mari, m'a donné un test ADN, m'a offert un test ADN pour mon anniversaire. Et c'est grâce à ce test, ce fameux test ADN, que j'ai pu découvrir mes racines, donc d'où je venais, mon identité ethnique. Et aussi, j'ai pu être matchée en réalité avec ma cousine Germaine, avec qui j'ai pris contact. Puis ensuite, elle m'a donné le contact de mon demi-frère, et puis ensuite de mes demi-sœurs, et puis ensuite de ma mère biologique. Attendez, votre cousine Germaine de votre famille que vous connaissiez ? Et non, ma cousine Germaine de ma famille que je ne connaissais pas, donc de ma famille, de ma Biologique. mère biologique, Ah, ma mère d'accord. porteuse. Voilà, D'accord. parce que dans la GPA, il faut bien comprendre, il y a 2 cas de figure possibles. Oui. Donc soit la mère porteuse qui nous porte est notre mère biologique, donc elle utilise ses propres ovules pour fabriquer cet enfant, Oui. soit on utilise un don d'ovule ou voilà, un don d'ovule Oui. ou On fait une fécondation in vitro et on intègre ça dans le ventre de exactement, la maman. Donc, soit il y exactement. a une petite part, on va dire, biologique de la mère qui porte l'enfant et on insère le... Voilà, soit il y a une part de la mère biologique, soit c'est vraiment une fécondation in vitro. Donc, deux autres, je ne sais pas comment on dit... Oui, oui. euh, Ça peut être un don d'ovule, don de oui. spermatozoïdes. Et puis après, on crée cet embryon, puis on l'insère dans la mère porteuse. Bon, j'ai rencontré des enfants aussi qui sont nés par... Alors ça, moi, je suis née donc de gestation pour autrui, on dit ça traditionnel, c'est comme ça qu'on l'appelle aux États-Unis par exemple. Et Donc, l'autre c'est-à-dire que cas de vous figure, aviez c'est le code génétique de votre père, en revanche. Enfin, de votre père qui est votre père exactement, actuel, d'accord. exactement. Mais il y a des enfants qui n'ont pas le code génétique Mmh. de leur père, et Mmh. c'est avec un don de spermatozoïdes qu'on crée Mmh. l'enfant. Mmh. Donc il y a plein de cas de figure qui sont possibles. Mmh. Tout est encore utilisé parce qu'on tente de nous dire que mon cas est un cas isolé, que ça n'existe plus, mais en réalité, si, ça se pratique encore aux États-Unis, ça se pratique aussi par exemple en Angleterre, où on appelle ça la gestation pour autrui dite
éthique. Donc Mmh. voilà, ça se pratique encore très largement. Mais qu'est-ce qui n'est plus censé se pratiquer? Le fait que ce soit, ah oui, avec le code biologique de la mère porteuse? C'est ça, Et ce exactement, parce serait qu'on c'est dit censé être qu'il plus éthique quand il n'y a plus la mère porteuse qui donne son c'est ça? voilà, enfin, Officiellement? officiellement, oui, c'est ce qui est raconté, mais c'est tout à fait Bon, de toute faux façon, on parce va que revenir à cette discussion après. Je voudrais juste oui, avancer donc un petit peu dans votre histoire. Donc vous faites, ce test, vous découvrez qu'a priori, bah, donc vous n'avez pas du tout le patrimoine de votre mère. Ça doit être un choc énorme ça déjà, c'est pas un choc parce que je le savais. Je Mmh. le savais, je me sentais pas alors je n'ai rien contre les Français, hein, j'adore la France et vive la Mmh. France, mais je ne me sentais pas française, je me sentais pas, voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je le voyais très bien, je ressemblais pas à ma mère, donc je le savais, tout ça, je Mmh. le savais. Ouais, c'est C'était juste, incroyable. maintenant j'avais la preuve tangible. J'avais vraiment une vraie preuve Mmh. et personne ne pouvait la disculper. Et ça, pour moi, c'était extraordinaire. C'était un soulagement énorme Ouais. de se dire qu'on n'était pas j'étais pas une folle qui racontait n'importe quoi pendant Mmh. 30 ans. Mmh. Non, ce que je ressentais à l'intérieur de moi était vrai et ça c'était un bonheur immense, immense. Bon, après, ça en est venu des questions, d'autres questions, mais la première impression que j'ai eue, c'était: «Waouh! Ah! Enfin, je je sais qui je suis et j'étais pas folle et je sais» voilà, tous mes sentiments que j'avais étaient réels. Donc vous avez cherché à joindre, justement cette, famille biologique qui aujourd'hui pour faire la distinction avec, votre famille entre guillemets «d'accueil», enfin je sais pas comment enfin Oui. il y a un nom pour ça, mais et donc vous avez contacté cette, cousine qui elle-même, était née de GPA ou pas du tout, non? Non, non, pas du tout, elle est née normalement, Mmh. j'ai pris contact avec elle, elle a été très accueillante. Elle a de suite compris de qui il s'agissait dans la famille parce que la première chose que je lui ai dit, c'est: «Je suis écoute, je sais pas trop comment m'y prendre, je suis née de GPA. Est-ce que quelqu'un dans ta famille a Mmh. utilisé la a été mère porteuse à un moment Mmh. donné?» Mmh. Voilà, c'était un petit peu, bizarre de demander cette question, mais c'était important et elle a de suite compris de qui il s'agissait donc c'est comme ça qu'elle m'a mis en contact avec, mon demi-frère, tout d'abord et ensuite mes demi-sœurs et ma mère, biologique, ma mère porteuse. Mmh. D'accord, et vo donc votre mère porteuse, quelle était la première question que vous souhaitiez lui poser, en fait? Pourquoi? Pourquoi elle a fait ça? Voilà, ça c'était, une des grandes questions. Pourquoi elle a fait ça? Il y avait plusieurs questions, mais pourquoi elle a fait ça? C'était la grande question et comment s'est passée la grossesse et l'accouchement? Parce que, je n'avais pas ces informations-là, Mmh. et surtout concernant les premiers instants de séparation. Parce que c'est quand même quelque chose, je pense, qui, en tout cas, quand j'en parle avec parce que je suis suivie quand même, par des On psychologues, peut des comprendre, psychiatres, oui. je fais quand même une psychanalyse et c'est vrai que, ce qu'il en ressort, c'est que cet arrachement à la naissance qui va causer, des traumatismes liés à l'abandon, liés à l'identité plus tard. Bah, oui, mais vous avez Donc été abandonnée d'une certaine façon, donc oui. Oui, on était abandonnés et même si ma mère porteuse, par exemple, n'avait pas été ma mère biologique, ce qui est le cas de certains enfants nés Mmh. de Mmh. GPA, ça reste un abandon parce que c'est la mère qui nous porte, qui est notre mère par définition dans quasiment tous les pays du monde, la mère qui porte l'enfant est la mère. C'est pour ça Mmh. qu'elle doit céder ses droits parentaux Mmh. à la naissance. Mmh. Enfin bref, donc j'ai demandé à ma mère la première chose pourquoi elle a fait ça. Donc, Et pourquoi alors? alors elle a une histoire très particulière. Elle a en fait, c'est tragique, elle a perdu un enfant juste avant moi. Donc un de mes demi-frères est décédé, peu de temps avant qu'elle elle commence à devenir mère porteuse. Elle a perdu son enfant de 2 ans et demi dans un accident tragique, domestique. Alors c'était pas du tout de la faute de ma mère, pour le coup, mais ça s'est passé et du coup elle disait qu'elle se devait redevable à la société et envers Dieu, je dis bien, j'utilise ces mots, envers Dieu, pour cette perte d'un enfant. Donc elle devait offrir un enfant pour un autre couple. Enfin, ça va très loin, Ah oui. mais c'est comme ça qu'elle le dit. Voilà, elle se devait redevable, donc il fallait qu'elle offre la vie à un autre couple, et ensuite, donc je lui ai demandé comment s'est passée la grossesse. Donc elle m'a dit que la grossesse était formidable, qu'elle me parlait beaucoup quand j'étais à l'intérieur de son ventre et j'ai demandé Mais donc, elle vous disait comment s'est quoi passé les justement? prem Est-ce qu'elle vous prévenait dans le ventre, à votre non, avis? elle me dit Est-ce oui, qu'elle elle me dit appréhendait la séparation elle-même? alors de ce que j'ai compris, oui. Elle appréhendait la séparation parce elle a répété souvent, bon, qu'elle me parlait, qu'elle me disait qu'elle m'aimait, qu'elle allait toujours m'aimer, que, voilà, elle penserait toujours à moi. Donc elle a quand même eu ces mots-là.
Et à la naissance, c'était là où c'est là où ça devient un petit peu compliqué pour moi et ça l'est toujours et je pense que ça sera toujours, une histoire qui est compliquée pour moi à raconter, émotionnellement parlant. Donc à la naissance, elle raconte très bien que, voilà, en fait, je suis sortie de son ventre, donc la première chose que les infirmières font, elles me prennent, elles me mettent dans le petit bassin pour me nettoyer et ensuite, je ne serai pas plus jamais avec ma mère. C'est-à-dire qu'on redonne pas cet enfant à la mère pour, que la mère allaite ou qu'elle fasse du pot à pot. Non, on est pris de cette mère, on est foutu, on est nettoyé, puis après on est jeté dans les bras des parents d'intention. On appelle ça Mmh. ou des commanditaires, peu Oui. importe comment on les appelle. Et elle m'a expliqué qu'à ce moment-là, quand j'étais dans ce petit, voilà, loin d'elle, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai tourné ma petite tête et que je l'ai cherché du regard. C'est Voilà. ce qui Mmh. l'a le plus marqué et ça me fait, voilà, ça me provoque une émotion qui est extrêmement forte toujours aujourd'hui parce que ça vous montre à quel point un enfant à la naissance, bah, on cherche notre mère et c'est tout ce qu'on cherche, on cherche rien d'autre. Et donc ma mère d'intention, elle a demandé à ma mère biologique, c'est un peu compliqué à suivre, mais il faut suivre. Donc ma mère d'intention, elle a demandé à ma mère biologique si elle voulait me porter. Et ma mère biologique a refusé parce qu'elle a dit, et je la cite, que si elle m'avait pris dans les bras, elle m'aurait jamais lâchée. Mmh. Donc elle a quand même été, je pense, marquée par tout ça. Et elle va dans la conversation à me dire que tous les ans, elle pense à moi, tous les ans, elle me souhaite mon anniversaire. Alors, je suis née, moi, un 10 décembre. Elle est née un 15 décembre. Donc, tous les ans, elle souhaite mon anniversaire le 10 décembre depuis quoi. Et donc, est-ce qu'elle dit Donc, qu'elle regrette finalement d'une certaine façon? je veux pas dire elle dit pas qu'elle regrette parce que, encore une fois, elle l'a fait pour Dieu, Mmh. pour rendre service à un Mmh. couple. Donc, je pense pas qu'elle regrette, mais en tout cas, elle est marquée quand même. Et D'accord. d'ailleurs, c'est marrant elle pense à moi chaque année. Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant, mais ça s'explique d'une manière scientifique parce que ça a été étudié. Une mère, même si elle n'est pas génétiquement reliée à l'enfant, l'enfant va déposer des cellules souches à l'intérieur de la mère. Donc, en quelque sorte, l'enfant, même s'il n'est pas génétiquement lié à une Mmh. mère, va Sa déposer une présence dans le marque, ventre, oui. c'est ça, dans le corps de la mère. Et cette mère va porter ces cellules souches pendant les 30 ans après la naissance. Mmh. Donc, ça s'explique qu'elle pense à moi parce qu'il y a toujours ce lien, il y aura toujours ce lien Oui, entre moi et elle, et une mère et un enfant. oui. Oui, ça peut s'expliquer même au-delà de cette présence, on va dire, biologique. Ça peut s'expliquer aussi parce qu'elle vous a porté et qu'elle vous aime ou qu'elle pense à vous. Mais Bien il sûr. y a tous ces éléments-là, en effet, qui entrent en compte. Et une dernière question avant d'aborder plus largement cette question de la GPA, puisque maintenant, vous en avez fait un combat. Hem, Votre famille d'intention, pourquoi elle a-t-elle fait appel à la GPA et dans quel cadre? Et est-ce qu'aujourd'hui, comment ils considèrent la GPA aujourd'hui? Alors, dans quel cadre? Donc, fut un temps, c'est vrai qu'en 91, c'était, alors, mes parents, je vais revenir au début, ma mère d'intention à l'époque avait 49 ans. Donc, on comprend bien que c'était un petit peu compliqué pour elle de porter un enfant. Bon, ça aurait pu se faire, mais ça s'est pas fait. Elle souffrait avec de problèmes d'infertilité. Donc la seule option qu'ils avaient, enfin les options qu'ils avaient, c'était l'adoption Mmh. et la GPA. L'adoption n'était pas, selon mon père, une option parce qu'il voulait un enfant de ses propres gènes. Mmh. Donc, ils se sont tournés vers la GPA. Mes parents sont toujours des gens qui ont de l'argent, donc tant mieux. Et ils ont utilisé la GPA parce que c'était là, quoi. Voilà, ils avaient Mmh. l'argent, ils pouvaient le faire, donc ils l'ont fait. Mmh. Je ne leur en veux pas, pas du tout. Hein, j'aime mes parents et je leur en veux pas du tout pour ce qu'ils ont fait parce que ils ont utilisé un processus qui était juste là et qui était disponible pour eux. Encore une fois, j'en veux aux États, moi, aux sociétés qui rendent ça possible. Mmh. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont un. Bon, aujourd'hui, j'en parle pas actuellement. On a un peu coupé les liens parce que au début, quand j'ai commencé à prendre la parole sur le sujet de la gestation pour autrui, je pense qu'ils pensaient que je les attaquais. Mmh. Alors Oui. que non, pas du tout. Je ne le pointe pas du doigt, j'en en veux pas. Mmh. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Et donc, on parle pas actuellement. Mais je pense que
voilà, dans le futur, j'espère qu'ils vont pouvoir Mmh. comprendre mon combat et pourquoi je combats la gestation pour autrui. C'est pas Ouais. contre eux, mais c'est contre la gestation pour autrui. Ouais, ouais, c'est clair. Et dernière question, à votre avis, pourquoi ils sont restés, enfin, dernière question dans votre parcours, pourquoi, à votre avis, sont-ils, restés dans le secret? Ils auraient pu vous le dire aussi depuis le début. Ça fait partie de Oui, la construction d'un enfant. bien sûr, mais en même temps, je les comprends aussi. Ils avaient la situation parfaite, ils avaient un enfant, qui était là, tout allait bien et puis quand est-ce qu'on le dit? À quel âge? Mmh, Est-ce qu'on raconte ça à 5 ans? Est-ce qu'on raconte ça à l'adolescence? Est-ce qu'on raconte ça plus tard? Est-ce qu'on je sais pas trop en réalité. mmh. On ne sait pas trop et puis j'ai parlé avec d'autres enfants nés par GPA qui, donc on a un petit groupe WhatsApp de 6 enfants nés par GPA Mmh. et ces filles, ces autres filles, parce que ce sont tous des filles, toutes des filles, pardon, elles le savent, elles l'ont toujours su. Mmh. Leurs parents Ça n'a pas l'ont changé toujours leur dit. problème de construction. Ça n'a exactement, ça n'a pas changé leur problème de construction. C'est ça qui est «incroyable» entre Mmh, guillemets mmh. et en réalité, ça s'explique très bien, mais ça n'a rien changé. Elles souffrent toutes de troubles de l'identité et aussi de troubles avec l'abandonnement, avec La avec question de l'abandon, l'abandon. bien sûr. Voilà, c'est Hem ça. et et J'ai traduit de et et l'anglais pour directement. mettre au clair, on est bien d'accord? Là, ils ont forcément, contracté, vos parents d'intention, comme on dit, hein, pour que ce soit clair pour tout le monde, face à avec votre mère, biologique. Il y a eu un contrat, a-t-elle été Oui. rémunérée? Elle n'a pas fait ça pour l'argent, a priori, d'après ce que vous expliquez, mais il y a eu un contrat. Alors, elle a pas fait ça pour l'argent, mais un petit peu quand même, parce que c'est vrai qu'il y a, de l'argent qui est mis, sur la table, hein, et dessous la table aussi, parce qu'il y a l'argent, qu'on voit dans un contrat, on établit une somme qui est transmise à la mère porteuse. Donc, ça peut être, de l'ordre de 20 000, 30 000, 80 000, ça va dépendre en réalité d'où on se situe dans le monde. Donc oui, elle l'a un petit peu fait pour l'argent aussi parce qu'il fallait bien nourrir ses enfants. Elle avait quand même, 4 autres enfants à la maison à nourrir et mes parents aussi lui ont offert par exemple, des voyages à Disney, mais ça, c'était à côté. Il y a aussi des à côté. Mmh, Donc même, quand on parle de gestation pour autrui dite éthique, comme on la voit au mmh. Canada ou Aux États-Unis, en justement? Gr aux É alors non, aux États-Unis, ce n'est pas une GPA éthique, c'est pas Ah, ce qu'on appelle c'est une GPA commerciale. mmh, Aux États-Unis, c'est vraiment du commerce, c'est un pur commerce où mmh. on rémunère très largement la mère porteuse, où on établit un contrat où voilà, elle est rémunérée et c'est un business qui est ultra juteux. Mmh. Au Canada, par contre, on la rémunère pas directement, la mère porteuse, Oui, mais on il va y a la des rémunérer subventions. Oui. indirectement. Voilà, donc on va la défrayer de tout frais, donc elle vit à peu près gratuitement pendant 9 mois, un peu plus de 9 mois. Mmh, Vu qu'il faut aussi la rémunérer, avant que la grossesse prenne et mmh, puis ensuite après quand elle mmh, va, donner son lait. Donc, on les défraie par exemple de leur loyer, on leur défraie de leur nourriture, de leurs mmh, vêtements, donc, même de leur facture de téléphone. mmh. Donc on va très loin quand même dans le défraiement et ça s'accumule. Ces Oui. frais s'accumulent. Oui, donc évidemment, il y a comment dire? Une Il y a une question entrée, d'argent. évidemment, il y a toujours une question commerciale derrière cette histoire. Alors on va élargir Absolument. le spectre de ce sujet pour dépasser votre propre, vie et expérience, et mieux comprendre justement ce qui se passe aujourd'hui et pour votre combat. Donc intéressant, vous dites il y a ces GPA, dites éthiques, ces GPA commerciales, et dans les GPA commerciales, enfin souvent aujourd'hui, ce qu'on nous dit en France: «Non mais d'accord, il y en a, certes, il y en a qui sont excessifs et j'aimerais bien qu'on s'y arrête 2 secondes, par exemple en Ukraine, mais il y a des GPA pour lesquels les mères sont très heureuses de faire ces GPA, elles le font de manière volontaire et pas du tout poussées par la misère. Alors avant d'aller sur cet argument, j'imagine que vous êtes renseigné aussi un petit peu sur ce qui se passe notamment en Ukraine, mais il y a absolument pas que l'Ukraine, des formes d'usines à bébés où les femmes sont enfermées pendant 9 mois justement pour, procréer. Ah oui, bien sûr, il y a l'Ukraine, mais il y a pas que l'Ukraine. Encore Mmh. une fois, il y a ça s'est passé aussi en Grèce. Il y a eu, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est en août 2023 qui a été démantelé quand même, une horrible, un horrible centre de gestation pour autrui en Grèce où la GPA est dite éthique, où 160 femmes ont été trafiquées. Donc elles étaient prises d'autres pays, elles ont été ramenées en Grèce, elles étaient forcées
de faire des bébés pour des autres. Donc c'était absolument abominable. Oui, bien sûr que je suis renseignée. Il y a le docteur René Friedman, qui est le premier docteur à avoir fait la fécondation in vitro en France, qui est le premier docteur à avoir créé bébé Amandine, donc le premier bébé aux prouvettes, qui lui aussi explique très bien qu'il y a ce genre de GPA éthique qu'on essaye de nous faire croire qui existe, mais en fait qui n'existe pas. Puis ensuite, il y a la réalité du terrain, donc qui est l'Ukraine, l'Inde, la Thaïlande, où la GPA éthique n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Et de toute façon, il n'y a pas de moyen éthique d'utiliser le corps d'une femme, même si elle est consentante. Mais il n'y a pas de moyen éthique d'utiliser le corps d'une femme pour faire un enfant. Il n'y a pas de moyen éthique de vendre un enfant non plus. Je ne vois pas comment c'est possible. Comme à l'époque et comme aujourd'hui, il n'y a toujours pas de moyen éthique d'utiliser un esclave. C'est pas possible aujourd'hui. Donc voilà, il y a cette. On essaie de nous faire croire, en tout cas, que cette GPA peut être éthique, qu'il y a des mères porteuses qui sont consentantes et qui sont heureuses de le faire. Et j'en suis sûre qu'il y en a, mais ça ne rend pas la chose plus éthique. C'est pas parce qu'elles acceptent de faire ça que c'est plus éthique à la base. Donc voilà. Oui. Donc là, on est sur. On parlait de l'Ukraine, j'imagine, et ces fermes à bébés entre guillemets qui sont les pires. Horrible. On avait évoqué pendant la guerre en Ukraine, on a pu voir ces publicités. Alors là, ça devient monstrueux. 2 bébés pour le prix d'un, j'imagine, parce que il y a eu moins de clients qui ont pu se déplacer pour aller chercher les enfants. Alors imaginez, ce sont des enfants qui ont dû être tenus comme ça, mais sans amour, dans des formes de nurseries qui sont des nurseries à but lucratif, et où on vendait les 2 bébés pour le prix d'un. Et on a pu voir aussi dans ces annonces le fait qu'on choisissait le patrimoine génétique, et on en était à choisir la couleur des yeux ou le sexe. Ça pose également de grandes questions. Eh ben, on peut choisir, mais pas qu'en Ukraine, aux États-Unis aussi. En Californie, ça se passe c'est ce qui se passe. On choisit sur un catalogue quand on a affaire avec des dons d'ovules, par exemple, on choisit sur catalogue des femmes. Tout est maîtrisé, la couleur des yeux, la taille, aussi l'intelligence, parce qu'on choisit aussi, on peut acheter des œufs, des ovocytes à un certain prix, si la femme, par exemple, a été à Harvard, ou si elle était à Yale, ou si elle a une sorte. C'est immonde, c'est atroce. Donc oui, et aussi quand on choisit l'embryon, on peut maintenant choisir un sexe, on peut choisir une couleur des yeux, comme vous dites. Donc oui, on est en plein eugénisme. Je vais revenir juste sur l'Ukraine. Donc il y a eu la guerre, en effet, et on s'est retrouvé donc face à tous ces enfants qui étaient là dans des espèces de pouponnières pour gestation pour autrui. C'était absolument atroce. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a des orphelinats qui contiennent des enfants qui n'ont jamais été récupérés par leurs parents commanditaires. Voilà. Non, mais c'est atroce. Donc moi je suis en contact avec Nathalie, qui c'est une femme incroyable qui justement travaille là-bas, et qui me raconte que c'est terrible. C'est terrible. Des enfants sont là et attendent leurs parents, mais ils viendront jamais les chercher. Jamais. Pour moi, c'est d'arrache-cœur. Et d'ailleurs, j'avais envie d'y aller pour aller les voir, pour aller les rencontrer, ces enfants, parce que ça me tenait à cœur. Mais on m'a très clairement dit que si j'y allais, c'était une balle dans la tête que je recevais. Oui. Donc, c'est tenu malheureusement là-bas par des gens qui ne sont pas très, très bien intentionnés. D'ailleurs, il y a le directeur de Biotexcom l'année dernière, le 5 avril, je n'ai pas la citation en tête, mais il explique très clairement et très ouvertement qu'il est en recherche de femmes, donc mères porteuses, des femmes, des futures mères porteuses de pays pauvres, parce qu'il a besoin de femmes pauvres pour justement accepter de faire ce geste, les soumettre à devenir mères porteuses. Parce qu'il n'y aura jamais, en plus il explique de lui-même qu'il faut un décalage entre les clients et la mère porteuse niveau économique. Donc il faut que les parents d'intention soient
plus élevé, il soit plus riche, pardon, Mmh. que la mère porteuse. Enfin, bref, il dit quelque chose d'absolument atroce et il dit aussi très bien que ces mères, elles le font pour l'argent, elles ne font pas pour le don de Dieu ou pour offrir un enfant à quelqu'un d'autre. Mmh. Elles le font pas par plaisir, elles le font parce qu'elles ont besoin financièrement de le faire. Mmh. Une GPA en Ukraine, alors je crois que le SMIC en Ukraine, enfin, c'est ridicule, c'est Ouais. l'ordre de 200 euros. Une GPA pour une femme, c'est 8 000. On lui donne 8 000 euros à cette femme mère porteuse. Donc évidemment, elles vont le faire pour l'argent. Évidemment. Et malheureusement, une fois quand de l'argent est en Pour jeu ça et qu'ils font ça pour l'argent, parce que encore une fois, on a et parlé de oui, ces réseaux de femmes forcées, hein, même enlevées et forcées de faire ça. ah oui, oui, enlevées, forcées de faire ça, mais elles sont mises aussi en Ukraine comme vous avez dit très bien, dans des salles où elles sont obligées de rester dans des petites chambres. Mmh. Elles sont toutes entassées dans une Mmh. chambre jusqu'à la fin de la grossesse pour faire de ces Et enfants. bourrées Enfin bref, d'ailleurs, c'est pour ceux qui, enfin, bon, alors pour les occidentaux qui viennent commander l'enfant et qui ont tous ces principes écologiques et tout ça, les femmes sont bourrées de produits qu'on ne mettrait pas à nos bêtes, en France pour, justement non mais évidemment. oui. Attendez, non, mais si on revient à la base de la chose, une GPA, pour faire une GPA, on doit prendre une femme qui va devenir mère porteuse, on doit lui injecter des doses d'hormones qui sont énormes, énormes. C'est des doses de cheval d'hormones qu'on injecte dans ces femmes pour qu'elle accepte donc cette grossesse, hein, pour que son corps accepte cette grossesse qui n'est pas naturelle. Et on ne sait pas aujourd'hui ce que ces hormones font sur ces femmes. On ne sait pas si ça va produire de l'infertilité, si ça va produire des cancers. Bref, ce n'est pas du tout étudié. Mmh. Voilà, donc j'ai du mal à comprendre parce que pour qu'une femme consente à devenir mère porteuse, il faut que son choix soit libre et éclairé. Donc, ok, peut-être qu'elle est libre dans son choix, d'accord. Mais est-ce que son choix est vraiment éclairé? Mmh. Est-ce qu'on lui dit exactement ce que ces hormones vont faire sur son corps? Mmh. Est-ce qu'on sait comment la grossesse va se conduire? Parce que c'est des grossesses qui sont quand même à risque. Il faut le rappeler, une grossesse par GPA est une grossesse à risque. Elle a plus de risques de développer, par exemple, une prééclampsie, de l'hypertension, du diabète gestationnel, et il y a aussi le risque de mort. Mmh. C'est-à-dire que dans un contrat de GPA, on signe, dans ce contrat de GPA, la mère porteuse, elle signe et c'est écrit, vous risquez la mort. Donc Mmh. c'est quand même assez grave. C'est grave. Alors, finalement, dans ce que vous dites, et notamment cette question d'eugénisme, on se dit qu'il y a eu quand même des totalitarismes eugénistes qui ont été freinés dans notre monde, et dans notre siècle et aujourd'hui, finalement, la finance, réussit à pousser, de nouveau comment dire? Ce paradigme eugénique, eugéniste plutôt. Oui, ouais, bah, aujourd'hui, c'est les finances qui tiennent tout, hein. On parle quand même, je souhaite juste le rappeler très clairement qu'en 2022, on parlait le marché de la GPA valait 14 milliards de dollars. En 2032, le marché est estimé à 130 milliards de dollars. Mmh. Donc c'est énorme, c'est énorme. C'est un marché qui est très lucratif. Et on parle évidemment, ceux qui s'en mettent plein les poches, c'est les centres de fécondation in vitro, c'est les centres de GPA, c'est les avocats, c'est les psychologues aussi, parce qu'il y a les psychologues qui sont dedans. Ouais. Bref, il y a toutes sortes de personnes qui gagnent de l'argent grâce à la gestation pour autrui. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne parle pas assez de la réalité de la gestation pour autrui et de ce que c'est réellement, parce que Mmh. dès qu'on en parle ou dès qu'on essaie d'en parler, on est immédiatement coupé Oui. dans notre parole. Oui. Donc, Et et justement, est-ce que vous diriez, c'est intéressant, vous parlez de 2032, est-ce que vous diriez qu'on est dans une accélération de ce phénomène aujourd'hui? Et même là, on va élargir, on va pas rester seulement à la GPA. Est-ce que vous considérez qu'il y a un lien, enfin un mouvement qui est le même, de l'ouverture à la PMA par exemple, ou par exemple là de la constitutionnalisation, de l'avortement de la femme? Est-ce que tout ça pour vous c'est un phénomène général, enfin un mouvement général dans un même mode de pensée, ou est-ce qu'il y a des distinctions à faire, des nuances? moi, je pense qu'il y a des distinctions à faire. Moi, alors je ne parle pas, je fais exprès de rester moi sur mon thème de la gestation Mmh. pour autrui, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à essayer de mêler l'avortement, d'autres sujets dans ce même sujet et ça nous divise. Aujourd'hui, moi, je parle que de la gestation pour autrui, je reste sur mon sujet de la
gestation pour autrui parce que c'est pour moi un sujet qui est à part et qui mérite d'être traité seul et qui mérite d'être terminé et mis à terre seul, sans parler d'autres sujets. Pour conclure, Olivia Morel, aujourd'hui, vous justement porte-parole de la déclaration de Casabianca pour l'abolition universelle de la GPA, et vous avez rencontré le pape récemment, vous faites évidemment énormément de prises de parole. Est-ce que pour autant, vous considérez que vous êtes entendu, ou est-ce que vous avez l'impression que ce discours est de moins en moins entendu? Alors, c'est marrant parce que c'est un peu des deux. En France, c'est difficile de se faire entendre. Parce qu'aujourd'hui, en France, malheureusement, dans les médias, on nous placarde que les magnifiques histoires, les belles histoires de parents commanditaires qui ont des enfants. On met en plus en lumière des enfants qui ont 8 ans, 10 ans, bref, des enfants qui sont beaucoup trop jeunes pour s'exprimer sur le sujet. Bien sûr. Voilà, on manipule un peu l'information, je trouve, en France. C'est mon avis très personnel à moi. Par contre, dans d'autres pays, je trouve que on commence à parler de ce sujet. Donc, ça va dépendre des pays, en réalité. Mais ça commence à s'accélérer. J'ai été quand même reçue en République tchèque, en Croatie. Là, j'ai été reçue donc à Rome. Je vais être reçue au Parlement européen avec François-Xavier Bellamy. Ça commence à bouger. Mais il faut déconstruire en fait, ça fait 40 ans qu'on construit cette idée de la GPA, que c'est magnifique. On parle du droit à l'enfant, alors qu'il n'y a pas de droit à l'enfant, je le répète. Il faut déconstruire toute cette pensée de 40 ans de pensée, il faut la déconstruire, il faut les déconstruire. Et ça, c'est tout ça va être difficile, mais ça va être nécessaire pour qu'on puisse construire un avenir sans GPA pour nos enfants et nos futurs petits-enfants. Merci beaucoup, Olivia Morel, pour votre témoignage très très fort et votre combat. On peut vous suivre notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter, où vous racontez un petit peu vos différentes prises de parole. Et puis, est-ce que vous avez un site ou un d'autres où les gens peuvent suivre votre combat ou pas? Alors, nous, on a la déclaration de Casablanca, c'est notre site internet. Vous D'accord. pouvez tout suivre dessus et voilà. Et si vous êtes intéressé, c'est avec grand plaisir que je peux échanger avec tout le monde sur le sujet. En tout cas, merci beaucoup, Olivia Morel, et merci à vous tous sur Tocsin. Vous êtes extrêmement nombreux et beaucoup à apprécier ce témoignage. Vous savez ce qu'il vous reste à faire quand on apprécie une interview. On met un pouce pour remonter toujours plus la visibilité de cette vidéo. On en a besoin. Je rappelle aussi à ceux qui ne sont pas abonnés que c'est le moment de s'abonner à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement. Vous le savez, l'équivalent de 3 cafés par mois, ça nous aide vraiment, surtout à avoir une visibilité, à pouvoir nous porter sur la suite. Et enfin, je vous le disais, on attend les 150 000 abonnés, on y est presque. À 150 000 abonnés, on fait une émission spéciale, une émission foire aux questions, FAQ, c'est-à-dire vous nous posez toutes les questions et on prend le temps ici, on discute ensemble en direct. Je vous remercie pour tout. Demain, 7h30, comme toujours, police-justice. Et puis, Charles Gave va nous parler de la dette française et de nos solutions à nous. Où est-ce qu'on va chercher notre argent? Où est-ce qu'on va le cacher? On en parle avec Charles Gave demain.